loose puck, Everly scores! Tie game! Can you believe it? It up the wall, Pellemore went down, Taylor the shot, redirected, score! Game 7, Martin St. Louis! We are going back to Tampa Bay! And Foley trying to clear it, Burrow shoots, Niedermeyer hold, shoots one, and it's knocked down, scramble, score! Marshall in overtime! The Devils win it! Glassman moving, blue line chance, scores! Steve Eisenman! Into the zone, Sikora kicked it out, got it back, near side Korea. Korea, the fans want one. Score! On the floor! On the board! Paul Korea! Et oui, The Boys Are Back, le podcast is back avec son épisode numéro 4. Salut à tous et à toutes, Fabrice Blanchard toujours fidèle au poste pour vous présenter ce nouveau numéro du podcast de Zone NHL. Ça y est, enfin la saison NHL est lancée et ce soir on va avoir énormément de matière à vous développer, entre autres les dernières news marquantes de ces quelques jours déjà de saison NHL, un sujet débat du soir qui va animer la grande partie de ce podcast numéro 4. Et enfin, nouvelle partie, vos questions, vous, chers auditeurs, que vous nous avez laissées tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Bref, un podcast nouvelle formule, mais surtout un podcast archi complet. Pour vous, encore une fois, mes deux acolytes Julien et Erwan sont présents avec moi ce soir. Je me tourne tout d'abord vers le petit jeune de la bande. Julien, salut, comment tu vas ce soir ? Salut Fabrice, salut Erwan, très ravi de prendre part pour ce nouveau podcast. Et maintenant, place à Erwan. Salut Erwan, comment tu vas ce soir pour ce numéro 4 du podcast ? Salut Julien, salut Fabrice, mais écoute, ça va très bien. Alors, comme annoncé en préambule et dans l'épisode 3, le podcast fait entre guillemets peau neuve pour ce nouvel épisode ce soir, puisque l'on va arrêter les focus équipes d'avant-saison pour se consacrer à l'analyse des dernières news marquantes de ces derniers jours dans la Ligue nationale de hockey. Alors, vous savez, la saison a récemment repris, donc on va avoir beaucoup de matière à traiter, et notamment sur les news, première partie de ce podcast dès ce soir. Par la suite, on va s'intéresser à une analyse un peu plus approfondie d'un sujet prédéterminé. Ce soir, c'est un sujet qui va forcément vous intéresser à tous. Je ne le révèle pas dès de suite, vous verrez ça un peu plus tard. Et enfin, dernière partie du podcast, elle qui va traiter les questions auditeurs que vous avez laissées tout au long de la semaine. On en a reçu quelques-unes et donc on est très ravis de répondre à toutes les interrogations que vous avez pu avoir sur ces 8 saisons NHL. Bref, c'est l'épisode numéro 4 du podcast et il commence tout de suite. Allez, c'est parti pour ce 4e épisode du podcast et comme on vous l'a annoncé en tout début, il y a une nouvelle partie qui s'amène de suite dans cet épisode. Ça va être une partie un peu plus news où l'on va vous présenter en fait, les dernières nouvelles de la Ligue nationale de hockey dans les derniers jours, juste avant ce podcast, donc une bonne dizaine de jours déjà pour la nouvelle saison NHL. Alors on va vous présenter cela sous forme de news que chacun des intervenants, donc autant moi, Julien qu'Erwan, allons vous exposer. Chacun en a retenu une grosse news qui nous a forcément interpellé dans ces derniers jours. On va commencer ce soir avec Erwan. Erwan, donc tu as forcément retenu une news pour nos chers auditeurs. À quoi tu as voulu t'intéresser dès ce soir ? Alors pour moi, la news qui m'a marqué, c'est la décision des Oilers de confier le capitana à Colin McDavid. Une décision qui n'est pas sans risque, mais qui est aussi marquante pour la franchise, parce qu'ils ont quand même décidé de confier les clés du camion à un jeune de 19 ans. Ça en fait le plus jeune capitaine de l'histoire de la NHL, ce qui est pas rien. Donc c'est une décision qui est un peu risquée, je trouve, parce que j'ai jamais vraiment été fan personnellement de donner les clés du camion comme ça, des capitanats à des joueurs aussi jeunes, parce qu'ils ont déjà une pression assez considérable sur les épaules. C'est compliqué de mener tout de front. Même si pour l'instant McDavid s'en sort vraiment très bien et on le voit, il mène la NHL au point, il est partout, il a mis des buts fantastiques jusqu'ici, il est vraiment impressionnant. Donc pour l'instant ça n'a pas l'air de gêner, il faudra voir au fur et à mesure de la saison, au fur et à mesure de ses années dans la NHL aussi. Je pense notamment quand il va sortir de son contrat rookie dans 1 an et demi, il va certainement casser la banque, avoir un contrat extrêmement long et très onéreux. Alors qu'est-ce qu'il fera aussi à 21 ans avec autant de millions de dollars dans les caisses, avec la pression du capitanat, la pression d'une équipe.
la pression de devoir gérer toute sa troupe, de devoir satisfaire tous les fans aussi, parce qu'on a quand même une fanbase à Edmonton qui a été sevrée de victoires après une dynastie dans les années 80, mais qui depuis a mangé un pain noir comme c'est pas permis. Donc il y a quand même énormément d'attentes autour de cette équipe d'Edmonton, qui pour l'instant livre la marchandise, comme on dit, mais quid des moments où ça va être un peu plus difficile, où il y aura des creux, etc. C'est à voir. Donc voilà, c'est une news qui m'a marqué un petit peu, parce que ça reste un petit peu dans la même veine que l'attribution du capitanat a commencé Nick Crosby dans le temps, avec Ovechkin pareil. On sent un petit peu ces équipes qui sont je dirais presque dans l'obligation, sous la pression un peu médiatique, la pression des fans. Enfin, c'est presque une évidence de devoir nommer sa superstar comme étant le capitaine, même si c'est pas forcément un capitaine en puissance, par exemple, qu'on l'avait évoqué avec Ovechkin il y a quelques temps. Il faut voir. C'est vraiment des décisions qui sont un petit peu risquées. De ce qui s'en dit, McDavid est quelqu'un d'extrêmement mature et très très mature pour son âge, donc il a peut-être tout à fait les épaules pour l'instant de gérer tout ça. On va voir, il aura l'opportunité de le faire cette saison, on va voir comment il va manager tout ça. Mais c'est un gros pari pour les Oilers et pour l'équipe. Mais il a tout à gagner lui personnellement s'il parvient à offrir à Edmonton une nouvelle coupe ou à ramener la franchise sur le chemin de la victoire. Il sera limite vénéré comme un dieu à la Gretzky dans la cité canadienne. C'est vrai que c'est un peu, comme tu as dit, un pari risqué de la part des Oilers. Après, ça apparaît réellement comme une décision un peu à double tranchant. Tu as exposé le capitanat de Crosby et d'Ovechkin. Je pourrais aussi rajouter peut-être celui de Jonathan Toews, qui avait été aussi nommé capitaine assez rapidement du côté de Chicago à l'époque. C'est un peu l'impression qu'on a avec les équipes qui sont en reconstruction et qui se trouvent assez rapidement une superstar, où tu n'as pas forcément non plus à leur côté des gros joueurs qui peuvent peut-être être des capitaines naturels. Et on l'a vu un peu avec Edmonton dernièrement, juste avant McDavid, on avait voulu donner les clés du camion à un joueur qui, bon, forcément n'était pas une superstar, c'était Andrew Ference, qui avait connu des bonnes heures du côté de Boston, notamment aux alentours de 2011 avec la Cup gagnée là-bas. Et on a vu qu'au final, Ference ne s'est pas du tout imposé comme un capitaine ou un réel leader du côté d'Edmonton. Et voilà, McDavid est clairement le capitaine du futur, on ne se le cache pas du côté d'Edmonton. Après, je suis un peu comme toi. Je me pose des questions concernant Edmonton et ça passe ou ça casse autant pour Edmonton que McDavid concernant ce capitanat. Mais est-ce que c'est un peu trop tôt ? Est-ce qu'il faut lui donner maintenant ? La question est clairement là en tout cas. Disons que McDavid a peut-être un avantage. Alors c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Il faudra voir comment ça va se dérouler par la suite. Mais c'est qu'il a un groupe très jeune avec lui et que toutes les stars en puissance de cette équipe, donc lui bien sûr inclus, mais on pense aussi à Nugent Hopkins, à Leon Draisaitl, Darnell Nurse. Il y avait Yakupov, mais Yakupov a été dit entre-temps. Puyarvi, enfin tout ça, ça reste encore très très jeune, donc on a grosso modo un cœur d'équipe qui est entre 18 et 25 ans. Donc tous ces jeunes-là doivent certainement s'entendre comme la ronfoire à un moment donné, ils sont du même groupe d'âge ou à peu près. Donc c'est peut-être plus facile aussi pour McDavid de gérer ça, de se gérer entre guillemets entre jeunes. Par contre, le double tranchant, effectivement, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun vétéran pour encadrer tout ça. À part les deux défenseurs qui sont arrivés, là, il y avait Chris Russell et puis deuxième, j'ai oublié le nom. Mais ça reste très jeune, donc c'est peut-être ça qui va être déclencher la dynamique. Mais comme je disais tout à l'heure, dans les moments de creux où fatalement ils vont prendre une tranchée à un moment donné, il y aura forcément des moments beaucoup moins euphoriques que ce départ de fou de saison qu'ils ont fait pour l'instant. Comment est-ce qu'il va arriver à gérer ça ? Comment est-ce qu'il va gérer la pression ? Comment est-ce qu'il va gérer les médias qui sont très critiques là-bas aussi à Edmonton, comme à Toronto, hein, c'est vraiment un nid pair à ce niveau-là. C'est pas un cadeau que lui fait Pete Chiarelli, hein. Franchement, pour moi c'est pas un cadeau, c'est un petit cadeau empoisonné qui peut être extrêmement bénéfique pour lui ou pas. C'est vraiment un double tranchant. Julien, ton coup d'œil là-dessus ? Seul l'avenir nous dira si cette nomination au poste de capitanat sera une bonne chose. Moi, je vous rejoins un petit peu. Je pense que c'est plus, on va dire, par obligation par rapport au statut que McDavid a en étant le Crosby 2.0 qu'on lui a donné ce rôle-là.
Après, comme dit Erwan, le cœur de l'équipe est très jeune. Il n'y a pas énormément de vétérans sur qui s'appuyer. Il n'y a pas un vétéran non plus qui a un aura ou qui a un leadership prononcé. Donc autant utiliser McDavid, l'aura qu'il a, enfin qui dégage autour de lui par rapport à son talent, tout le bien qu'on pense de lui pour lui donner ce rôle-là. Et puis ça fait en même temps une bonne pub, entre guillemets, une bonne pub pour l'équipe. C'est bien possible tout ça en tout cas. On verra un peu plus tard dans la saison comment ça va évoluer pour les Oilers. Je rappelle rapidement que pour le moment, Edmonton est en tête de la division Pacifique au moment où l'on parle. Donc une saison vraiment très bien lancée pour Edmonton et aussi pour Connor McDavid, étant donné qu'il est le leader en points de la NHL au jour où on en parle avec 11 points. Julien, tu viens de terminer sur le dossier news de Erwan sur le capitanat de Connor McDavid. Je vais te laisser la parole pour ta news maintenant. D'après ce que j'ai cru comprendre, tu vas nous parler d'une bien vieille légende de la NHL qui est toujours là. Ouais, comme tu dis, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a grandi avec lui et il mourra avec nous. C'est Jagr. Donc je voulais parler de lui par rapport au fait qu'il ait marqué son 750e but en NHL. C'est actuellement le 3e meilleur marqueur de la ligue. Donc pour un joueur encore en activité, c'est exceptionnel quoi. Ce joueur-là, c'est une légende du hockey, c'est une légende de la NHL. C'est un joueur qui aurait pu peut-être dépasser les deux joueurs qu'il précède en personne de Howe et Gretzky. S'il n'avait pas fait une vendetta en KHL, il aurait certainement été titillé ces deux joueurs-là. Depuis 1990, Jagr patine sur les patinoires de NHL. Il avait été drafté par les Pens. Alors que je dise pas de bêtises, je crois qu'il avait été en premier tour et cinquième choix. C'est un joueur qui a tout gagné, que ce soit la NHL, enfin la Stanley Cup, les championnats du monde. Le point d'orgue, je pense, pour tout hockeyeur, ça a été la médaille olympique en 92, je crois, si je dis pas de conneries. En 98 à Nagano. Ça doit être ça. 98, autant pour moi. 98 à Nagano, autant pour moi. Donc voilà, c'est un exemple pour tout jeune hockeyeur. Il a une éthique de travail énorme. On peut voir des vidéos sur YouTube de lui quand il retourne l'été dans sa République tchèque natale, où on le voit s'entraîner physiquement on a l'impression de voir un joueur à l'époque de l'URSS. T'as l'impression de voir c'est Rocky 4 quoi, et ça marche encore quoi, ces vieilles techniques. Donc non, c'est un joueur qui fait rêver encore à l'heure actuelle, et on n'a pas envie qu'il arrête sa carrière tout de suite. Petit rappel quand même, t'en as parlé un peu, mais je vais préciser concernant le classement de Jagr. Donc tu as dit 3e meilleur buteur de l'histoire de la NHL. Ouais. Il est juste derrière Gordie Howe, qu'il est en train de titiller clairement. Et ouais. Peut-être bien que, étant donné qu'il en a vraiment encore sous le patin, il a encore cette saison là où il est bien parti encore, peut-être qu'il arrivera à la fin de la saison, début de saison prochaine, à dépasser Gordie Howe. De ton côté, Erwan, je présume que quand bien même tu es fan des Flyers, tu ne peux qu'apprécier toute la carrière et les gros corps que Jaromir Jagr est en train de faire tomber encore aujourd'hui. Ah oui, totalement. Ça a beau avoir été un ennemi, entre guillemets, dans sa période des Penguins, mais à titre personnel, je suis un fan invétéré du joueur, du personnage, de l'homme. Enfin, j'adore ce mec. C'est un gars qui, comme disait Julien, qui est juste extraordinaire. Il a tout quoi. C'est un gars qui a un talent inné et incroyable. Il a une personnalité qui est vraiment hors norme. Enfin, tout le monde connaît un peu la légende de Jagr, qui chaque fois qu'il débarque dans une nouvelle équipe, la première chose qu'il fait, c'est demander les clés de la boutique, les clés de l'aréna de practice, voilà, pour aller s'entraîner quand lui il a envie quoi. Et quand on dit quand il a envie, ça veut dire même à 3h du matin. Il l'a déjà fait. C'est quand il a envie de jouer, il prend les clés et il va patiner. Et il va se faire des séries, etc.
c'est un joueur qui a une longévité vraiment. C'est sidérant de le voir à 43 ans, si je ne m'abuse. 44. 44 ans maintenant, oui, c'est vrai qu'il vient de fêter son anniversaire, je crois bien. 44 ans, de le voir à ce niveau-là, d'être encore capable d'enfiler des buts et avec régularité et d'être encore à limite à plus de 40 points à chaque saison. Et c'est encore plus impressionnant de le voir là maintenant parce que on a fait un petit peu le tour un peu de cette nouvelle NHL. Là, on en parlait la dernière fois de cet afflux de 109 dans la NHL, les McKinnon, les McDavid et compagnie, où ça va vite, vite et fort. Et lui, le vieux schnock, entre guillemets, il est encore là, quoi. Il est encore là à 44 berges, il tient la dragée haute à tout le monde, il met des pions, il met des passes, il est décisif. Et il faut pas oublier qu'il joue quand même encore sur la première ligne des Panthers, quoi, avec Sacha Barkov et Alex Huberdeau, qui sont quand même pas des deux de pique, qui sont pas des escargots non plus. Et il est là, il défend clairement, charmant sa peau, et c'est super impressionnant ce qu'il fait techniquement. Il compense son déficit de vitesse, comme tu dis, par rapport aux jeunes pousses, par des mains, une qualité technique. Oui, et puis il a un placement extraordinaire. Je veux dire, il a amené pour être exactement au bon endroit, au bon moment. Il est comme Gretzky, c'est pareil, c'est la même trempe que Gretzky, et le mieux, c'est des joueurs qui arrivaient à anticiper le jeu et qui savaient avant tout le monde où allait se passer le jeu. Comment se placer, où aller réceptionner un puck, à qui passer. C'est ça qui fait la force de ces mecs-là. Et puis ouais, moi je suis fan du personnage, quoi, le caractère du gars qui, entre guillemets, n'en a rien à foutre de la vie, qui profite à pleines dents. Et la petite anecdote qui me vient en tête, il n'y a pas très très longtemps, en début d'année, je crois, il y avait une histoire qui est sortie dans des Hockey News où un mec en fait avait fait chanter Jagger, qui s'était retrouvé au lit avec une jeune mannequin tchèque de 18 ans et qui avait une fort belle nuit visiblement. Et donc la nana avait pris un selfie d'elle avec Jagger qui roupillait joyeusement à ses côtés, et en fait ça s'était arrivé entre les mains d'un type et qui avait essayé de faire chanter Jagger en disant voilà, ok, soit tu me payes, soit les photos partent dans la presse. Et Jagger, avec son caractère qu'on lui connaît, avait juste répliqué d'un ton très très placide au mec, bah écoute, vas-y, tu peux publier, personnellement, j'en ai rien à foutre. Et c'est ce qu'il a fait. Et le mec a publié, c'est passé dans la presse, et tout le monde s'est marré. Et en fait, le mec, il a pas eu son pognon dans l'affaire, et tout le monde s'est bidonné de l'histoire, et ça n'a juste fait que renforcer la légende de Jagger, qui n'en a vraiment rien à foutre de tout ça. Et il est vraiment tellement au-dessus de la mêlée, et lui, il est là pour vivre du hockey à 100%, il n'a pas de femme, pas d'enfant, voilà, c'est un gars qui vit que pour l'amour de la glace et du hockey, et je trouve ça vraiment génial. C'est un gars que j'adore vraiment, et j'espère qu'on va le voir le plus longtemps possible sur les glaces NHL et ailleurs, parce que c'est une joie de le voir patiner, de le voir marquer des buts à cet âge-là. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a l'impression qu'on n'en fera plus tellement des joueurs comme ça. Enfin, malheureusement, non, on a du mal à voir le même genre de joueurs, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est vrai que, comme disait Julien, l'entraînement face au Rocky 4 en République tchèque, ouais, clairement, ouais. On l'a vu, il y avait un reportage qui traînait il n'y a pas longtemps c'est un vieux reportage, hein, où on le voyait retourner en République tchèque, mais c'était dans les années 90, etc. Il avait encore son mulet. Qu'il a toujours, enfin, qu'il a refait pousser la dernière. Ouais, qu'il a refait, mais on le voyait aller chez sa mère, etc., dans la ferme de ses parents, enfin, en mode complètement roots. C'est incroyable, quoi. C'était vraiment effectivement à la mode du RSS, avec les poids aux pieds, aux patins, avec les bâtons. C'est incroyable. Avec un poids en guise de puck pour muscler les poignets. Enfin, aussi, ouais. Enfin, c'est ce qui lui donne des avant-bras de la taille d'un cuisseau, quoi. C'est ça. C'est vraiment très très impressionnant, quoi. Et puis on en a parlé aussi. Son éthique de travail est extraordinaire. Ouais, on en a parlé aussi des joueurs aussi de cet âge, les revoir en NHL, je pense qu'après lui, il n'y en aura plus. Comme ça, les derniers qui me viennent à l'esprit, c'était surtout Mark Recchi du côté de Boston, et Chris Chelios, et même Niklas Lidstrom, on peut dire, du côté de Détroit, oui. Mais c'est des joueurs, on a l'impression que c'est un peu le dernier des Mohicans, notre cher Jagger. Oui, et puis tu peux rajouter Rod Branamour dans la série des mecs qui ont une éthique de travail de fou. Il y avait une anecdote qui racontait qu'une fois, Chris Chelios avait fait un entraînement de vélo avec son fiston, qui aussi était un bon hockeyeur, etc. Et que le fiston, au bout des X kilomètres de vélo, il était rendu à vider ses tripes, alors que le paternel était encore en train de continuer tranquillement, frais comme un gardon, quoi.
c'est dire le volume de physique que ces gars-là ont, quoi. C'est extraordinaire. Enfin, il faut être forcément un monstre physique pour arriver à cet âge-là et continuer à être au haut niveau comme ils le sont, quoi. Et en ayant été très très peu blessés. Aussi. C'est ça ils n'ont pas eu de grosses blessures majeures dans leur carrière, aucun d'entre eux. On pourrait même aussi rajouter dans la liste Martin Brodeur, là, qui me vient aussi à l'esprit. Ouais, Brodeur était un dans monstre. Un autre registre, voilà. Mais c'est un peu la même chose. Écoutez, on va enchaîner sur ma news, étant donné que moi aussi je participe un peu à cette émission. J'ai voulu relever surtout l'explosion que l'on a depuis les 10 jours où la NHL est revenue, mais maintenant on pourrait dire même 2 semaines. L'explosion des rookies qui sont en train de clairement éclater là en NHL. On a des rookies partout qui nous offrent des matchs relativement hallucinants. On en a même 2 qui sont en train de squatter les hauteurs du classement des pointeurs et des buteurs en NHL. Bon, même s'il y en a un qui est plus tellement rookie, mais qu'on peut quand même inclure dans la liste, on vient d'en parler juste un instant, c'est Connor McDavid avec ses 11 points. On a aussi Auston Matthews qui nous a fait un premier match mais d'enfer avec ses 4 buts, quelque chose de quasiment jamais vu en NHL. Les deux jeunes sont en haut du classement des pointeurs et des buteurs, comme je l'ai dit là juste avant. On a l'impression que l'on a déjà des avant-goûts d'un duel Toronto-Edmonton en puissance. Et derrière, on a d'autres joueurs aussi qui suivent la cadence. C'est ça qui est encore plus impressionnant. On a le petit William Nylander aussi qui est un peu, entre guillemets, dans l'ombre de Matthews à Toronto, mais qui réalise lui aussi un début de saison d'autant plus impressionnant. On a aussi Patrick Laine, la roquette finlandaise du côté de Winnipeg, qui nous fait voir à quel point il a un poignet détonnant et qui nous décoche des mines venues de nulle part. On pourrait citer aussi le petit Mitch Marner, aussi encore du côté de Toronto. C'est dire si les Leafs vont avoir une équipe réellement impressionnante d'ici quelques années. En tête, ils me viennent maintenant Jimmy Vesey aussi du côté de New York, Joel Eriksson-Ek du côté de Minnesota aussi qui impressionne. Le petit Zach Werenski du côté de Columbus. Enfin, bref, on pourrait continuer comme ça, je pense, un peu toute la soirée à parler de tous ces jeunes. C'est vraiment rafraîchissant et c'est vraiment impressionnant de voir ce début de saison NHL dominé par tous les rookies. Clairement, tu parles de Laine parce que pour moi, même si Matthews connaît un début de saison énorme, moi vraiment celui que je retiens le plus, c'est vraiment Patrick Laine. Il m'impressionne par déjà il a un physique mais de déménageur. Il fait 1m94 pour un gamin de 18 ans. Enfin c'est ouf. Tu le mets sur des patins, il est pas loin des 2 mètres. Il a un tir du poignet, mais tu regardes, il est même pas en one-timer quand il va. Les 2 buts d'hier soir sont impressionnants contre les Stars. C'est impressionnant. Il va te chercher la lunette à chaque fois. Enfin, c'est. Et puis une facilité, quoi. Il est easy et tu te dis que le power play des Jets, il va être monstrueux cette année s'il est on fire comme ça, quoi. Il va être monstrueux. Et puis petit clin d'œil aussi parce que je sais que Erwan l'aime beaucoup. Le premier but aussi pour un Jets un jeune rookie, Colton Parayko, cette nuit également. Erwan, peut-être là-dessus, si tu veux réagir. Moi aussi, je suis assez entre guillemets sur le cul par toute la jolie cuvée de rookies qu'on a cette année. On est vraiment gâtés. C'est vrai que Laine est impressionnant sur son début de saison. Je suis pas vraiment très surpris, pour être honnête. On en avait parlé sur le premier podcast, je crois, où je disais que voilà, dans Laine, je vois du Ovechkin 2.0. Là aussi, là où dans McDavid, on peut voir un petit peu du Crosby 2.0, mais encore, c'est pas tout à fait le même genre de joueur, pas tout à fait. Mais son style de jeu se rapproche quand même plus d'un Crosby. Mais Laine, effectivement, si on tente une comparaison, c'est vraiment du buteur-né. C'est du Ovechkin-like, avec un tir du poignet démentiel, mais son one-timer n'est pas dégueulasse non plus, loin s'en faut. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre sur patin. Et effectivement, le power play des Jets est extraordinaire avec Shea Feely, avec Ehlers, avec Connor, c'est vraiment derrière avec Byfuglien, enfin il y a vraiment il y a une armada à Winnipeg et qui, je trouve que si vraiment ils continuent à bien s'équiper, on peut vraiment envisager d'avoir des duels, un espèce de duel à 3 au nord de la frontière avec Edmonton, Winnipeg et Toronto qui après avoir mangé tant de misère pendant les dernières saisons vont peut-être enfin relever la tête. Et c'est vrai qu'à Toronto, on a quand même
des machines aussi avec Matthews, avec Marner et Nylander. Marner, on avait un petit doute au début, on s'est dit bon, il est quand même pas bien épais le garçon, il fait 5 pieds 10 ou 9, je sais plus quoi, enfin, c'est quand même un petit gabarit, mais il a un talent absolument dingue et il est en train de montrer à tout le monde que voilà, il est là pour rester. Nylander, c'est pareil, il tient de son père et il est vraiment en train de lui aussi d'éclabousser Toronto gentiment. Donc ils vont pas faire des miracles cette année, ils vont pas gagner la coupe cette année, ça c'est une évidence, mais comme je disais l'autre fois, le puzzle se met en place. Tant pour Edmonton que pour Winnipeg que pour Toronto, le puzzle se met en place et on a vraiment des très très belles parties qui commencent à se profiler. Vraiment, c'est vraiment impressionnant, je trouve, cette nouvelle vague qui arrive. Et encore, on pourrait aussi rajouter Calgary, parce que on n'a pas trop parlé de Calgary, mais Calgary aussi ça une très belle. pour eux, mais bon, ouais, c'est vrai. Pour l'instant, non, mais ils ont vraiment aussi un beau réservoir. Ils ont bien bossé, et je pense qu'il faut le temps que ça se mette en place aussi. Ouais, mais voilà, non, on a vraiment des très très bons joueurs. Tu parlais effectivement de Jimmy Vesey, de Joel Eriksson Ek à Minnesota, effectivement, qui se débrouille pas mal. À Philadelphie, on a de beaux prospects aussi avec Travis Konechny, qui est quatrième meilleur compteur pour l'instant des rookies, et Ivan Provorov. Même si la défense à Philly en arrache un petit peu, mais c'est normal, on s'y attendait. Mais mine de rien, il se débrouille aussi très bien. On a Sébastien Aho en Caroline, qui est un futur très très bon aussi. Jacob Chikrin en Arizona, qui lui aussi a fait des bons débuts en tant que défenseur. Voilà, on a vraiment une très très belle génération et ça nous donne vraiment des matchs super excitants à voir et c'est très très bien, quoi. Alors, il y a après un peu une autre petite interrogation sous-jacente à ce sujet-là auquel on s'intéresse sur les jeunes rookies. On en revient peut-être à la fameuse constatation et la fameuse évolution de la Ligue nationale qui tend plus à s'orienter vers de la vitesse plutôt que du physique et du physique principal, j'ai envie de dire. Peut-être que voilà, on a l'impression que maintenant les jeunes joueurs ont un peu plus de place dans cette ligue, sont peut-être un peu plus rapidement introduits dans les line-up de NHL et prouvent qu'au final, dans cette ligue qui tend à gagner en vélocité, ils sont beaucoup plus NHL ready, j'ai envie de dire, et ils ont de suite un impact sur leur équipe. C'est un peu ce qu'on peut voir d'une certaine mesure en NFL, où quand tu draftes ton joueur, quasiment tu es sûr que si c'est un first round, l'année d'après il est dans l'équipe première, alors qu'en NHL on avait plus tendance à avoir des joueurs qui prenaient 2-3 ans avant d'arriver. Et bon, quand bien même c'est pas forcément de suite du one shot après la draft, on a l'impression qu'on a cette fenêtre qui se réduit un peu, et c'est peut-être pour ça qu'en ce début de saison on voit beaucoup de jeunes joueurs et des rookies, des joueurs de même pas 20 ans qui éclaboussent la NHL de leur talent. Après, il faut faire attention parce qu'on n'a pas eu beaucoup non plus de first rounders qui ont été propulsés tout de suite en NHL. Là, je trouve qu'on a un peu un concours de circonstances. On a des joueurs qui ont été draftés les années précédentes, qui ont été gentiment maternés et maturés en AHL ou en OHL ou dans la Ligue junior, et qui maintenant arrivent et qui sont prêts. Et du coup, c'était un concours de circonstances qu'on arrive vraiment à avoir cette espèce de vague-là, parce que tout le monde a été vraiment nourri au grain dans les ligues juniors canadiennes et européennes. Et là, ils arrivaient un peu tous en même temps, quoi. Et à part de mémoire, Matthews qui est numéro 1 à la draft, mais derrière, je vois personne d'autre, sauf erreur. Lainé derrière. Lainé, oui, derrière, mais après. Après, autre chose, peut-être pas, mais j'ai vraiment, je sais pas, c'est une impression que j'ai où t'attends un peu moins, si tu veux, entre le moment où ton joueur est drafté et le moment où il arrive en NHL, où il fait réellement impact. Tu prends Nylander, il a connu quelques piges déjà l'an dernier avec Toronto, il avait déjà fait voir qu'il avait du talent et il est en train de confirmer en ce début de saison. Tout à fait. Je sais pas, c'est une impression que j'ai par rapport à ces jeunes joueurs, et on le voit, là, ils ont déjà leur première expérience et ils cumulent déjà des points en même pas 10 matchs. Ah, clairement, ils ont tous un potentiel vraiment très très haut, et ils ont acquis beaucoup d'expérience dans les ligues juniors. Ils ont eu effectivement des petites cup of tea, comme on dit, avec les gros clubs soit sur les camps d'entraînement, soit sur les débuts de saison l'an passé. Et ils arrivent très très bien préparés. Faut aussi donner aussi beaucoup de crédit aux ligues juniors, hein, parce qu'on a quand même des gars qui arrivent en junior à l'âge de environ 15 ans. Ils font entre 3 et 4 saisons en junior, et le circuit junior canadien est quand même extrêmement impressionnant en termes de qualité, de façon de préparer les joueurs, etc. Ils ont quand même un avantage énorme sur les Américains, je trouve, que ce soit l'OHL, la WHL ou la Q au Québec.
même si l'OHL reste comme la ligue la plus forte, mais ils ont quand même une propension à sortir des gars de 18 ans qui sont déjà physiquement prêts, qui sont des hommes déjà à 18 ans, qui sont parfois, effectivement, comme disait Julien, des mecs à 6 pieds 4 pouces, en l'occurrence c'était pour l'année, mais on voit, si on regarde rien que le roster d'équipe Canada Junior chaque année, il n'y a pas beaucoup de mains, entre guillemets, hein. C'est vraiment, ça culmine gentiment à 1,90 et plus en défense, même devant le filet aussi, où c'est une grosse tendance d'avoir des gros gardiens. La taille importe énormément sur les critères de sélection, malheureusement quelque part, parce que ça fait moins la part belle aux petits joueurs, mais qui sont parfois super talentueux, comme Konechny, comme Gaudreau, enfin ce genre de gars-là. Mais c'est vrai que physiquement, ils sont déjà très bien préparés et ils arrivent en NHL au camp et ils bousculent un petit peu les vieux qui sont là et qui commencent un petit peu à en arracher. Donc, soit dit en passant, ces jeunes-là, quand ils font l'équipe, ils coûtent aussi nettement moins cher qu'un vétéran. Aussi. Fatalement, parce que pendant 3 saisons, ils sont sur au pire un contrat max à 850 000 $, et non pas 8 millions de dollars pour certains ou 5 millions. Donc là aussi, ça va peser énormément pour les équipes qui sont un peu rac-rac sous le plafond salarial. Ça jouera énormément et ils n'auront pas d'autre choix de toute façon que d'aller chercher du jeune et d'aller promouvoir du jeune et de sortir le bois mort. On va peut-être parler d'une autre dernière news. Bon là, ça sera peut-être une news un peu plus générale, étant donné qu'il nous reste un peu de temps. On va peut-être revenir sur l'Heritage Classic qui s'est déroulé donc dimanche dernier du côté de Winnipeg, qui a vu la victoire 3-0 des Oilers d'Edmonton face à leurs rivaux, on va dire, des années 80, les Jets de Winnipeg, dans l'ancienne franchise qui est partie du côté de l'Arizona. On va peut-être pas forcément revenir sur le match en soi, étant donné que le match n'était peut-être pas forcément très 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 passionnant, on va dire. Mais on va revenir sur l'Heritage Classic et sur la répétition des matchs en extérieur que l'on voit depuis quelques temps. Depuis le match de 2008 entre les Penguins et les Sabres, qui avaient vu le retour en grande pompe des matchs en extérieur en NHL, et notamment c'était le premier Winter Classic. On a l'impression que petit à petit la NHL est en train de nous inonder de matchs en extérieur, est en train un peu de diluer toute l'excitation qu'on pouvait avoir auparavant. Je pense que les gars, vous êtes un peu de mon avis là-dessus, on en a un peu discuté en off avant, mais il y a un peu de dilution là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses toi, Julien ? Ouais, clairement, moi je commence un peu à saturer de tous ces matchs en extérieur. J'ai l'impression que tout le monde a envie d'avoir son match dans un stadium. Ça, c'est un petit peu la mode. Malheureusement, c'est souvent les mêmes équipes en plus qu'on voit revenir. On a eu Boston là récemment 2 fois de suite. T'as Chicago encore, pareil. Chicago. C'est non, c'est beaucoup d'équipes qui reviennent récemment. Donc moi, je suis un petit peu saoulé de tout ça. Je pense qu'un match, le match du Nouvel An, c'est très bien. Plus, ça devient un peu, c'est trop commercial, quoi. Voilà. Erwan ? Ouais, même son de cloche de mon côté, c'est vrai que j'ai un petit peu tendance à être un petit peu bassiné avec cette litanie de matchs outdoor. Alors effectivement, quand le concept a été lancé, tout le monde a trouvé ça super, et ça l'était, parce qu'on a quand même eu le droit à des shows et à des super matchs dans ce genre de cadre. Mais effectivement, je trouve que la NHL est en train de tuer un petit peu son joujou, et il devrait se limiter à 2 matchs extérieurs par saison. Alors, on a effectivement le Winter Classic, le premier de l'an, et puis pourquoi pas un Heritage Classic ou une autre rencontre dans la saison, mais s'arrêter juste là, quoi. Parce que si le match entre les Jets et les Oilers et les Oilers, merci, était sympa dans l'absolu, le stadium était fantastique, hein. L'autre jour, le déco, ils avaient fait un taf monstrueux, hein, à Winnipeg, c'était très très chouette. Mais c'est vrai qu'on se disait d'abord, on est déjà mi-octobre, on se demandait déjà s'il allait y avoir de la glace ou des températures suffisamment froides pour y aller. On se disait en off qu'effectivement c'était la meilleure saison au final, parce que s'il l'avait fait en plein milieu de l'hiver de Winnipeg, ils auraient été à moins 30, moins 40, ça aurait peut-être pas été jouable non plus. Mais du coup, c'est vrai qu'on avait un match outdoor qui arrivait super tôt dans la saison, à peine 2-3 semaines après le début du lancement de la saison. Et franchement, si on ne fait pas trop gaffe à la news, on passe dessus complètement, quoi. Donc c'est vrai que je suis un petit peu du même avis que Julien, quoi. On a l'impression que la NHL tue un peu la poule aux œufs d'or, et il devrait vraiment se limiter à 1 ou 2 événements comme ça dans l'année, dans la saison, et vraiment faire quelque chose de très bien, plutôt que de diluer un petit peu tout ça. C'est un petit peu dommage.
En tout cas, en termes d'affluence, parce que bon, c'est un peu le nerf de la guerre de ces matchs en extérieur. On a fait le plein aussi du côté de Winnipeg. Environ 33 000 spectateurs étaient présents du côté de l'Investor Group Field de Winnipeg. Mais voilà, il y a aussi ça aussi qui se cache derrière. Julien en a un peu parlé du côté que tout le monde veut un peu son match en extérieur du côté des franchises NHL. Je pense que depuis le succès, certains des premiers Winter Classic, beaucoup de propriétaires ont poussé entre guillemets un peu au cul Gary Bettman et la NHL pour obtenir leur match de leur côté. C'est forcément une manne financière en plus pour tous ces propriétaires, étant donné que tu remplis des stadiums de football, donc forcément tu attires beaucoup plus de fans et donc tu vends tes tickets un peu plus cher et donc tu engranges un peu plus de blé de ton côté. Donc il y a cette logique-là qui est aussi sous-jacente à tout ça et qui, comme vous l'avez bien expliqué, est un peu en train de tuer et de diluer un peu l'excitation que l'on avait tous les premiers de l'an à se retrouver devant la télé à 19h pour nous, fans français, à regarder la classique hivernale chaque année. Et c'est vrai que Julien le disait aussi, on retrouve toujours quasiment les mêmes équipes. Ouais, aussi, c'est bon, je dirais, c'est presque forcé parce que bon, on a tendance à vouloir implémenter des matchs outdoor forcément dans la partie nord du continent. Parce et puis qu'on tu as les contrats télé aussi qui tournent derrière. Tu as les contrats TV, tu as les localisations géographiques, puisque bon, même s'ils ont quand même réussi à faire l'exploit d'un Stadium Series à Los Angeles entre les Ducks et les Kings. Bon, c'était ridicule, mais c'est pas grave. Mais bon, on s'imagine mal faire un Winter Classic en Floride. C'est une évidence. Donc, fatalement, on retombe toujours sur les mêmes équipes, sur Chicago, Détroit, Boston, Philly, Toronto, le Canadien, etc. Donc, ça tend aussi à contribuer à cette espèce de... La lassitude. À la lassitude, tout à fait, de l'événement. C'est dommage. C'est dommage. Mais parfait tout ça les gars, écoutez, je pense qu'on va un peu clore cette partie news et on va passer de suite à la nouvelle partie que l'on va inaugurer aussi, la deuxième partie du podcast. Ça sera la partie débat et on commence tout de suite avec le débat du podcast numéro 4. Nous voilà donc dans la deuxième partie donc, du podcast et on va tout de suite s'intéresser donc à cette partie débat du quatrième podcast. Et ce soir, le sujet qui va nous intéresser est celui de la nouvelle franchise qui va faire son entrée en NHL dès la saison prochaine et même dès l'été prochain. C'est la franchise de Las Vegas. Alors pourquoi la franchise de Las Vegas ? Parce que pour le moment, il n'y a toujours pas de nom du côté de Las Vegas. On cherche, mais toujours rien n'est annoncé. Alors ça devrait plus tarder en tout cas. En tout cas, c'est ce que Bill Foley, le nouveau propriétaire de cette franchise, a annoncé il y a très peu de temps. Ce qu'on sait de sources plus ou moins sûres, c'est que le nom Knights sera dans l'équipe de Las Vegas qui s'en vient donc pour l'été 2017. Mais ce soir, on n'est pas là forcément pour parler uniquement appellation d'équipe, même si ça reste très important. Cette nouvelle franchise laisse entrevoir surtout pas mal de chamboulements dans la NHL cette intersaison. Entre la draft d'expansion d'un côté et l'arrivée de la Ligue nationale dans le désert du Nevada, on se heurte à pas mal de nouveautés. Alors nous, on voulait vous parler un peu plus donc, de l'arrivée de cette équipe, vous faire aussi un focus sur la draft d'expansion, qui est quand même quelque chose d'assez particulier en NHL et notamment en sport américain. Je vais déjà vous lancer les gars sur le sujet de Vegas, déjà sur le sujet en bloc. Ce que vous en pensez personnellement sur l'arrivée d'une franchise NHL du côté du Nevada. Étant donné que Erwan a commencé tout à l'heure avec son sujet de news, je vais lancer à toi Julien sur Vegas et ton avis sur cette nouvelle équipe. On va dire qu'au début, au moment de l'annonce, j'ai eu beaucoup de déceptions parce que je m'attendais à ce que ce soit une expansion, on va dire, plus au nord, au nord-est exactement. Je m'attendais à ce que Québec récupère une franchise. Puis finalement, avec le recul, je me dis pourquoi pas. Alors je sais que beaucoup de monde voit cette expansion malvenue par rapport à la localisation de Las Vegas. Une équipe de hockey dans le désert, on se dit qu'est-ce que ça vient faire là. Malgré tout, je pense que Bettman, c'est ce qu'il fait. Il a perdu pas mal de pognon ces dernières années avec les franchises de l'Arizona, les Panthers, les Canes aussi. On se rend compte que c'est des franchises qui font pas forcément le taf en termes de remplissement d'aréna.
Donc pour moi, si Bettman se décide de partir dans le désert, c'est qu'il a sa petite idée derrière. Il y a quand même pas mal de pognon en jeu. Donc s'il le fait, c'est qu'il sait que derrière, il peut être gagnant. Mais malgré tout, on se pose la question de se dire, est-ce que dans cette équipe-là, dans cette ville-là, est-ce que l'Arena va être pleine? Le souci qu'il y a, qu'on a remarqué dans les franchises que j'ai citées précédemment, où il y a eu des problèmes financiers, c'est qu'en fait, ces équipes-là ne gagnent pas. Le jour où les équipes vont se remettre à gagner, les arénas vont être blindées. L'Américain, il n'est pas supporter. L'Américain, c'est un consommateur. Il vient là pour voir du spectacle. Il vient là parce que l'équipe de sa ville gagne. Alors, il y a des exceptions dans certaines franchises, comme le Canadien ou encore Toronto, ou d'autres franchises où il y a vraiment des purs passionnés de leurs équipes. Mais en règle générale, les Américains viennent parce que ça gagne. Le hockey, ça gagne pas, c'est pas grave, on va aller voir l'équipe NBA du coin, on va aller voir l'équipe NFL, etc. Ils vont où ça gagne. Donc, si la franchise ne va pas, c'est normal que pour moi, elle soit perdante en termes d'argent. Maintenant, le jour où l'équipe va se remettre à gagner, vous inquiétez pas, les maillots, les places, l'aréna va être bondée. Donc, il va y avoir un certain temps forcément pour cette équipe de Vegas pour que tout se mette en branle et que l'équipe se mette à gagner. Mais le jour où ça va prendre, moi, je me fais pas de soucis pour que cette équipe soit compétitive et suivie. La NHL est précurseur en termes de franchise de sport US dans cette ville. Il n'y a aucun sport majeur américain. Why not, j'ai envie de dire. Bettman prend le risque, il sait ce qu'il fait. Ça fait longtemps qu'on parlait d'une franchise à Vegas, on parlait aussi de Seattle, on parlait aussi de Québec. S'il vient ici, c'est qu'il a sa petite idée derrière la tête, et je pense franchement qu'il ne l'aurait pas fait s'il allait droit à la banqueroute, quoi. Je pense que le dernier élément là, que tu as pointé du doigt pour Las Vegas est assez déterminant. Le fait qu'il n'y ait aucune autre équipe de sport majeur aux États-Unis implantée dans la ville du péché américain, c'est pour moi quelque chose de déterminant, en tout cas dans l'esprit de Bettman. Il veut clairement créer un gros coup médiatique en installant une franchise NHL du côté de Vegas. On sait très bien que la NHL est toujours la 4e ligue du côté des États-Unis en termes de public et de couverture médiatique. Donc voilà, le fait d'aller du côté de Vegas n'est pas innocent sur ce terrain-là. Après, si on en revient un peu plus au terrain sportif et au terrain même, on va dire, un peu économique, c'est vrai que ça reste quand même assez... Il y a de grosses questions sur cette équipe de Vegas. On sait que la ville de Las Vegas en elle-même n'est pas vraiment constituée d'habitants assez réguliers. Voilà, c'est beaucoup de passages, étant donné que c'est une ville qui est basée sur le jeu et qui attire beaucoup de personnes mondialement, j'ai envie de dire. C'est une ville très passagère, comme tu le dis. Donc voilà, comment construire durablement une équipe de sport dans une équipe passagère. Tu as bien évidemment et très justement mis en avant le fait que voilà, la culture américaine veut que ce soit une culture de consommation, un peu une culture tu consommes et tu jettes après par la suite. Voilà. Dans ce côté-là, c'est possible que Vegas fonctionne, mais moi je me pose quand même beaucoup de questions sur la durabilité de la franchise et surtout sur l'épisode Winnipeg, Winnipeg et Phoenix et même Arizona maintenant que l'on a connu dernièrement. Est-ce que Bettman va arriver à bien gérer tout ça et à tout cadenasser pour ne pas connaître un deuxième Arizona en puissance? C'est là-dessus, moi, où je vais attendre clairement la NHL et attendre de voir d'abord comment ça va se développer pour cette nouvelle équipe et juger un peu par la suite. Erwan, peut-être toi ton avis sur cette nouvelle équipe du côté de Las Vegas? À mon sens, je suis beaucoup moins optimiste que Julien. Ça reste pour moi une énorme connerie. Je trouve que ça n'a absolument ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens d'aller mettre une franchise NHL en plein milieu du désert du Nevada. On a vu ce que ça a donné dans le désert de Sonoran avec Phoenix. J'ai eu la chance, moi, d'aller voir 2 matchs de hockey à Phoenix il y a 2-3 ans.
Donc j'ai été dans la Jobbing.com Arena. Alors c'était des matchs de pré-saison, hein, pendant avec des pincettes, c'était pas des matchs de régulière, mais je veux dire, le contexte géographique, climatologique sera le même à Vegas. C'est-à-dire qu'on a quand même une ville qui tape dans les 40 degrés quasiment la moitié de l'année. C'est un vrai four. Et je dis quand c'est un four, hein, c'est vraiment de la chaleur sèche du désert, c'est vraiment brûlant. Les gens en ont absolument rien à foutre du hockey. Il faut appeler un chat un chat. À Phoenix, les gens n'en ont rien à foutre du hockey. Il y a une petite fanbase qui est là et qui est fidèle. Faut leur rendre hommage parce qu'honnêtement, c'est difficile d'exister parmi les Cardinals, parmi les Suns, etc. Ils ont une petite fanbase qui est assez dévouée, mais ça reste le quatrième sport là-bas. Alors effectivement, à Vegas, il n'y a aucune franchise majeure, enfin de sport américain majeur qui y est. Bateman, effectivement, est précurseur et tente un coup médiatique, mais j'ai aussi tendance à dire, l'argument inverse, c'est que s'il n'y a pas de franchise à Vegas, c'est qu'il y a une raison. Et qu'effectivement, personne n'a voulu prendre le risque d'aller perdre des millions et des millions, des centaines de millions de dollars dans cette aventure-là. Il y a vraiment un gros parallèle entre Phoenix et Vegas, hein, dans la partie climatologique, comme je disais, mais après, la différence qui est encore plus flagrante et qui dessert vraiment beaucoup plus encore Vegas, contrairement de Phoenix qui reste quand même la 3e ou 5e plus grosse ville du pays, je crois. Enfin, c'est quand même assez tentaculaire. Hein. Au marché télévisuel, ouais. Ouais, c'est en démographie, c'est quand même assez énorme. Hein. C'est une ville énorme. Ouais. Et soit dit en passant, si les Yachts avaient été implantés dans le cœur même de Phoenix, et non pas à Glendale à 3000 bornes du centre-ville, il y aurait certainement eu une meilleure affluence et une meilleure chance. C'était le cas pourtant au tout début, ils évoluaient dans l'aréna des Suns, en plein milieu de Phoenix. Hein. Ouais, et après ils ont dû déménager, effectivement, mais s'ils retrouvaient cette aréna-là, ils auraient effectivement eu de meilleures chances, je pense. Parenthèse fermée. Mais effectivement, à Vegas, le problème, c'est que c'est une ville qui est de passage. Voilà, on va à Vegas pour aller jouer au Cavs, on va aller jouer à Vegas pour l'enterrement de vie de garçon, vie de jeune fille, pour se bourrer la gueule, pour aller claquer son fric. Mais on n'a pas une fanbase qui est énorme, enfin des gens qui sont là vraiment à se dire, ok, moi je suis un mec de Las Vegas, quoi. Je suis né ici. C'est vraiment une ville qui attire énormément, beaucoup d'émigrés de tout bord, mais quand je dis émigrés à la sauce américaine, c'est-à-dire d'un état à l'autre. Je vois vraiment pas du tout une fanbase conséquente, solide, durable. Je pense même encore que ceux qui seront peut-être encore les plus à même d'aller voir des matchs de hockey, c'est les militaires qui sont basés à côté à Nellis Air Force Base, qui viennent des 4 coins du pays, et tous ceux qui sont du Nord, eux, ils vont vouloir voir du hockey, et c'est peut-être eux qui seront les premiers à acheter des billets, peut-être, quoi. Mais de façon durable, je vois pas. Alors effectivement, Bill Foley a lancé une campagne de souscription pour les tickets. Ils ont dit qu'ils avaient 10 000 ou je ne sais combien de mille abonnements. Ils ont explosé les garanties. Tout ça, mais je vous rappelle qu'on avait la même histoire avec le Minnesota quand ils ont fait leur draft d'expansion, avec Atlanta. Enfin, dans toutes les nouvelles franchises qui s'implantent, il y a toujours un effet boom. Ça arrive, ça décolle effectivement, un vent de fraîcheur, on a une nouvelle équipe, et puis ça retombe comme un soufflet assez rapidement parce que, comme disait Julien, malheureusement, ils ont des joueurs qui sont vieillissants, puisque c'est le principe de la draft d'expansion, on récupère des vieux ou des gens dont personne d'autre ne veut, on va l'exposer un peu plus tard, sûrement. Donc on a une équipe qui est de toute façon, par nature, qui n'est pas compétitive, donc qui n'apporte pas un spectacle extravagant, et donc les gens aussi se lassent assez vite, quoi. Pour rappel, enfin je veux dire, la dernière franchise d'expansion qui a gagné quelque chose, faut remonter à loin. Hein. La dernière, je veux dire, qui a gagné quelque chose rapidement, j'entends. Hein. Il faut quand même remonter à loin. Donc c'est les dernières expansions qui ont été faites. Je pense que c'est Tampa. Je pense que c'est Tampa. C'est potentiellement Tampa, et Tampa a été créé il y a quand même pas mal d'années. Il y a, bien 25 ans, oui, tout à fait. Voilà, donc ça met quand même énormément de temps à ce que la mayonnaise prenne et à ce que ça devienne des franchises gagnantes. Alors après, cette fois-ci, ça pourrait un peu changer quand même, parce que les règles d'expansion, sur la draft d'expansion dont je voulais parler, je pense que je n'ai pas tendu la perche en parlant de la composition de ces équipes qui n'étaient pas forcément gagnantes. Elles ont changé pour Las Vegas, étant donné qu'ils auront un peu plus de latitude, étant donné que la dernière draft d'expansion qui a eu lieu, c'était en 99. Donc tu l'as rappelé, c'était Minnesota et Columbus à ce moment-là.
Une draft d'expansion que j'explique rapidement aux auditeurs pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette chose qui est assez particulière et qui est vraiment caractéristique des ligues sportives américaines. C'est en fait l'équipe qui va rentrer, donc là en l'occurrence Las Vegas dans la ligue, qui va avoir droit à repêcher les joueurs qui voudront et qui n'auront pas été protégés par les équipes actuelles. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a 30 équipes NHL. Ces 30 équipes NHL vont avoir droit de protéger un certain nombre de joueurs et ça va dépendre de quels joueurs. Là, les règles ont été fixées. Donc, Vegas pourra repêcher un seul joueur parmi les 30 équipes NHL. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront pris un joueur dans une équipe, ils ne pourront pas en prendre un autre. Chaque équipe pourra protéger 7 attaquants, 3 défenseurs et 1 gardien, alors qu'en 99, c'était 9 attaquants, 5 défenseurs, 1 gardiens. Donc, ça a laissé beaucoup moins de possibilités aux équipes qui rentraient en tant qu'expansion dans la ligue. Donc voilà, il y a quand même des garde-fous que la ligue a voulu mettre en place et tout ça pour faciliter, j'ai envie de dire, la compétitivité de Vegas dès son entrée en NHL. Donc peut-être que ça va aider un peu la franchise à gagner des fans, quand bien même il y aura des fans, et peut-être être un peu plus gagnant dans un premier temps. Peut-être, mais il faut aussi pas oublier que les équipes les listes de protection des équipes vont aussi faire la part belle à laisser tous les gros contrats les plus pourris possibles dispo. Les joueurs qui sont vieillissants, qui ont c'est tendance possible. à Après, il y a aussi le blesser. garde-fou des clauses de non-échange où là, les équipes n'auront Aussi. pas le choix et devront forcément les garder. Aussi, mais effectivement, les DG qui ont commencé à plancher un peu sur la chose sont en train de gérer leur contrat de façon à pouvoir essayer de se débarrasser du bois mort le plus possible. Donc, il faudra aussi de toute façon que la nouvelle franchise atteigne le plancher salarial, non plus le plafond, mais le plancher. Donc, ils devront aussi prendre des contrats un peu pourris pour se mettre à niveau. Donc, ça va être un challenge très compliqué pour Vegas. Ça va vraiment être intéressant pour eux parce que c'est vraiment un challenge, mais ils vont devoir bien gérer la chose en limitant le nombre de contrats pourris et en ayant comme des joueurs d'impact qui puissent quand même livrer un petit peu la marchandise. Alors aussi, petit rappel du côté de Vegas, on a déjà des nominations qui ont été faites depuis le début de saison. On sait que c'est George McPhee qui va être le GM de cette nouvelle équipe à Las Vegas. Alors McPhee, pour ceux qui s'en rappellent, c'était l'ancien DG des Capitals de Washington qui a laissé un souvenir indélébile aux fans des Caps en allant échanger notre bon vieux Martin Hirat contre Philippe Forsberg. Et on sait ce qui est devenu Forsberg du côté de Nashville. Donc McPhee va être le nouveau GM de cette équipe de Vegas. On ne connaît pas encore le nom de l'entraîneur-chef qui va arriver. Je pense que ça, on le saura plus dans le premier trimestre 2017. Du côté de Vegas, il y a plusieurs noms qui se murmurent pour le moment. Bon, on en est vraiment au stade de la rumeur. On parlait beaucoup après la Coupe du Monde de Ralph Kruger qui avait connu une Coupe du Monde relativement exceptionnelle avec le Team Europe et qui potentiellement aurait pu être approché pour revenir en NHL, quand bien même il est bien occupé actuellement à gérer son équipe de Première Ligue du côté de Southampton. Voilà où on en est un peu du côté de Vegas. Julien, tu as parlé un peu de Québec et forcément on est obligé de parler de la situation à Québec quand on parle de Vegas, car pour beaucoup de monde qui disait expansion du côté du désert du Nevada disait forcément expansion aussi du côté de Québec. Ce sera un déménagement. Québec a clairement tout a priori pour accueillir une équipe NHL. Ils ont l'aréna, ils ont la fanbase, ils ont tout, on a envie de dire. Est-ce que tu voulais peut-être en parler un peu plus, toi, de ton côté, de la vision de l'arrivée des Nordiques du côté de la NHL? J'attends ça avec impatience. Je me languis du jour où l'annonce sera faite, quoi. Je pense que je serai un de leurs premiers fans ce jour-là. Mais Québec aura son équipe avant 2020, je pense. Bettman il sera obligé de prendre une décision. On parle d'un déménagement et je pense que ce sera le cas. Alors plus que les Yachts, je pense que les Canes seront plus à même de déménager. Je pense que ce sera un déménagement dans l'Est. Alors il y a eu une période où on pensait aux
aux Panthers, parce que vraiment là ça commençait à décliner sérieusement. Maintenant, on se rend compte que les Panthers se remettent à gagner, il commence à y avoir de l'intérêt pour cette franchise, donc on se dit non, finalement on va les garder, ils peuvent nous rapporter encore pas mal d'argent, donc on va les laisser encore dans la ligue. Donc ouais, je pense que si déménagement il y a, ce sera du côté de la Caroline, ou peut-être même de l'Arizona, hein. C'est pas impossible non plus. En tout cas, du côté de... ouais, moi je suis d'accord avec toi. Depuis le début, je pense en effet que ça sera un déménagement qui amènera une équipe, si jamais il devait y avoir une équipe du côté de Québec. Bon voilà, on a lancé des projets assez importants, notamment la construction d'une aréna du côté de la ville québécoise. Je ne pense pas que c'est innocent qu'on ait construit une aréna aussi rapidement, juste pour faire joli, pour attirer des concerts et pour faire jouer les remparts dedans. Il y a forcément quelque chose d'autre dans la tête de Régis Labaume et aussi de Pierre-Carl Pelado, le patron de Québecor, qui devrait être normalement, si franchise il y a, le grand patron des futurs Nordiques. Pour revenir un peu sur la situation économique, car forcément, qui dit Québec, dit à mon goût déménagement, et qui dit aussi situation économique de la NHL. On a un peu parlé de toutes les franchises qui étaient actuellement un peu en difficulté. On a parlé d'Arizona, on a parlé de Florida, on a parlé aussi de Carolina. Carolina, c'est un peu l'équipe qui revient sur la table dernièrement, étant donné qu'il y a eu beaucoup de rumeurs de déménagement. C'était au printemps dernier avec des déclarations un peu tendancieuses de Peter Karmanos, qui est le grand patron des Canes, et qui laissait sous-entendre qu'il voulait déménager ou vendre sa franchise. Voilà, eux reviennent forcément sur le devant de la scène pour une équipe du côté de Québec. En ce qui concerne Florida, je pense que ce sera un poil plus compliqué. Tu l'as dit, il y a un renouveau sportif et peut-être un petit regain d'intérêt du côté de Miami, mais il y a surtout un nouveau deal qui a été conclu entre la ville de Sunrise, il me semble, et la franchise des Panthers, qui tendrait donc à un peu plus stabiliser l'équipe. Mais bon, il y a quand même toujours des pertes économiques assez importantes. Donc voilà, il y a aussi du doute du côté de Florida, mais est-ce que ce deal va peut-être ralentir un éventuel processus de déménagement? Enfin voilà, en termes de situation économique, voilà où on en est du côté de la NHL et plus particulièrement de la conférence Est. Toi, de ton côté, Arwan, je pense aussi que tu serais assez excité de revoir une équipe du côté de Québec. Ah oui, totalement. Ça reste l'objectif principal de la NHL, si entre guillemets, s'ils sont pas trop cons. Parce que pour l'instant, effectivement, il y a un excitement qui est assez fort pour Vegas, parce que bon, voilà, il y a la draft d'expansion et tout le team qui arrive. Mais je vous garantis que le jour où les Nordiques vont récupérer leur équipe, tout ça va être multiplié par 15, quoi. Ça va être fou. Ça va être complètement taré. Ça va être rien que quand déjà, excuse-moi Aaron, je te coupe, mais rien que quand déjà tu vois le jour où, pour le centre Vidéotron qui a été construit, le premier parpaing qui a été posé de cette aréna, l'affluence que ça a provoqué à Québec, c'était dingue. Tu avais l'impression c'était le Super Bowl, quoi, là-bas. C'était dingue. Il y a un tel engouement, les gens sont sevrés de hockey. Et oui, je repense à ça. Il y avait eu une petite aparté, c'était sur RDS, je crois. Oui, je sais, je regarde les matchs de hockey en québécois. Mais qui disait que le souci aussi qu'il pourrait y avoir du côté de Québec, c'est que la fanbase de Québec, elle est vieillissante, parce que les gens qui ont connu les Nordiques, soit sont morts, ou soit ont un certain âge malgré tout, mais que tous les gamins de Québec, quand tu les vois jouer sur les patinoires de la ville, ils n'ont pas le maillot des Nordiques avec Sakic ou Forsberg dans le dos. Non, c'est le maillot du Canadien, c'est le maillot de Pittsburgh avec Crosby. C'est beaucoup de jeunes, de gamins qui n'ont pas forcément de repères hockeystique en termes d'équipe à supporter. Donc ils supportent l'équipe locale entre guillemets du coin, qui est le Canadien, ou alors les grosses équipes qui ont gagné dernièrement. Et ils pensent que le fait qu'il y ait une fanbase qui n'est plus aussi importante qu'elle y ait pu y avoir il y a quelques années maintenant peut être un frein à une expansion du côté de Québec.
C'est vrai que Montréal a un peu comblé le vide qu'il y avait pu avoir avec le départ des Nordiques, inévitablement, étant donné que c'est la deuxième grosse ville de la province québécoise. C'est vrai que, comme tu dis, après, il n'y a pas forcément non plus de parallèle qu'on pourrait faire avec Winnipeg, étant donné que Winnipeg était quand même assez loin des autres villes. Après, je ne prétends pas avoir peut-être un peu plus d'inside sur la ville de Winnipeg et la période qu'il a eue entre le départ en 96 des premiers Jets et le retour en 2011 des Jets, mais peut-être que voilà, c'était pas forcément comparable à Québec, étant donné que le Québec en soi en province est forcément complètement, on peut dire, crazy de hockey. Et le trou que le Canadien a peut-être comblé en 20 ans sera peut-être en effet un peu compliqué pour la nouvelle franchise de Québec de recréer peut-être cette rivalité par la suite. Ouais, mais paradoxalement, moi je pense honnêtement que la rivalité va renaître. Elle va renaître direct, ça c'est sûr. Mais je veux dire, mais là on parle en termes de fanbase surtout. Non, mais honnêtement, moi, ça me fait rire. On va voir tous les gens qui étaient les anciens fans des Nordiques, qui se sont tournés vers le Canadien par dépit, parce qu'il n'y avait plus d'autres équipes québécoises à supporter. Le jour où Québec revient sur la map du hockey nord-américain, et je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet qui va tourner kazakh, et on va vraiment bien rire, parce que là, il y en a qui vont se mettre à sacré contre le Canadien, comme ils disent là-bas, et la rivalité va renaître de ses cendres aussi vite qu'elle est apparue. Alors effectivement, pour la jeune génération qui n'a pas connu les Nords, à l'époque, ça va être un peu plus dur d'embarquer, mais connaissant les animaux là-bas et connaissant leur propension à toujours repartir dans le passé, ils vont les abreuver de documentaires sur la baston du Vendredi Saint, sur voilà, et là ils vont raviver la flamme. Donc non, franchement, je pense que la NHL a tout intérêt à enfin accéder à la demande de Québec. Ils n'ont pas vraiment pris le taureau par les cornes là avec la décision de mettre la franchise à Vegas. Vraisemblablement, effectivement, comme disait Julien, ça se tourne plutôt vers un déménagement qu'autre chose. Alors les deux franchises qui sont les plus grosses candidates, effectivement, c'est l'Arizona et les Canes de Caroline. Les Panthers, on les a pressentis un petit moment, mais je pense qu'ils vont quand même rester. Ils commencent à avoir du succès, ils ont une belle équipe, ils ont de quoi faire, ils ont un bon potentiel. Je pense qu'ils vont rester et économiquement, ils ont l'air quand même de s'asseoir un petit peu mieux. L'Arizona, alors c'est sûr et certain qu'ils vont déménager tôt ou tard. Ça, pour moi, c'est garanti sans facture. Ils n'arrivent pas à s'entendre de toute façon avec la ville de Glendale. À chaque fois, la question du bail avec l'équipe et la patinoire revient sur le tapis chaque année. Et il est encore en suspens, hein. C'est du temporaire là actuellement. Ouais, il y a toujours des prises de bec avec le conseil municipal de Glendale. Honnêtement, c'est un vrai pot de pu. Donc, à un moment donné, ils vont forcément déménager. Malheureusement pour Arizona, je pense qu'ils vont perdre leur équipe dans les 3-4 années qui vont suivre. Effectivement, Carolina est mal en point. Ils sont en fin de cycle. Ils n'ont pas grand-chose à offrir aux gens. Ils ont perdu de l'argent. Ils pourraient très bien effectivement être un candidat à une relocalisation. Alors l'avantage qu'ils ont par rapport à l'Arizona, c'est que ils sont déjà à l'est. Et qu'on a déjà 16 équipes à l'est et 14 à l'ouest. Fatalement, un déménagement d'une équipe de l'ouest vers l'est, ça poserait problème en termes d'équilibrage de division. C'est aussi ça qui va poser un petit souci quelque part. Mais je pense aussi que Québec aura comme sa franchise avant 2020. Et ça va vraiment, vraiment être une bombe nucléaire dans la ligue parce que ça va redonner encore un peps de fou à la rivalité canadienne. Et là, on va de nouveau retrouver les bons vieux affrontements Québec-Montréal d'antan. Alors pas avec la même violence parce que les esprits se sont un peu calmés sur la glace. On n'a plus autant le droit de faire ce qu'on faisait à l'époque, à distribuer du bourre-pif, en veux-tu en voilà, sur la glace. Mais par contre, effectivement, il y a quand même une rivalité et des querelles de clochers. Enfin, le Québécois est quand même très très patriote et le Québécois de Québec, c'est pas le même que le Québécois de Montréal. Donc, c'est comme dans tous les capitales du monde. En général, il y a quand même des grosses rivalités entre les métropoles régionales. Donc, ouais, je pense qu'il y aura quand même une très très grosse rivalité qui va renaître et très vite. Et ouais, je pense qu'ils vont faire là un plein d'abonnements monstrueux et un taux de remplissage de l'aréna. Oui, leur ticket de drive ne prendra pas 107 ans. Aucun problème là-dessus. Ça, et leur fanbase, eux, va être solide. Ça, c'est sûr. Et on a hâte. Et on a très hâte.
Surtout Ouais. d'une série en play-off si jamais ça doit se produire. Hein. Ouais. Ça serait quand même Ouais, assez. ce serait vraiment génial. Ah, Ça- vraiment. Et évidemment qu'ils reprendront le nom de Nordique, je les vois pas prendre autre chose. Comme les Jets ont repris leur ancien nom, ils ont tout intérêt à garder l'identité des Nords, avec un logo certainement rajeuni, rafraîchi, parce que bon, le petit éléphant nordique, il a pris un petit peu d'âge, comme celui des Jets pour faire plaisir à Julien. mais voilà, non, c'est vrai qu'ils méritent d'avoir une franchise, ils attendent depuis longtemps. Ils sont en pole position pour être les prochains à recevoir et ils le méritent grandement. On a vraiment hâte d'avoir une nouvelle équipe des Nords au Québec. Du coup, on était parti sur un sujet où on partait de Las Vegas. Ça Et puis, dépendra voilà. aussi du Ouais. dollar canadien. Hein. On l'a pas précisé, mais économiquement, ça aussi, ça va jouer. La valeur du dollar canadien, Aussi. c'est un peu ce qui fait peur aux investisseurs. C'est un peu le nerf de la guerre actuellement et c'est un peu pourquoi Bedman a un peu boudé aussi la candidature de. Enfin, Bedman et la Ligue en soi, la candidature de Québec dernièrement. Ouais. Eh bien, écoutez, sur un sujet où on était parti sur Las Vegas, on a bien dévié sur Québec et au final, on a plus traité de l'expansion que de Vegas en soi, même si on a un peu fait le tour sur Vegas. On avait eu pas mal d'interrogations, notamment de nos auditeurs concernant cette équipe de Vegas, où est-ce qu'elle en était. J'espère que pour vous, on a fait bien le tour en vous expliquant un peu voilà, où en était cette équipe et quels pouvaient en être les tenants, les aboutissants concernant cette franchise qui va arriver d'ici l'été 2017. Et maintenant, on va passer à notre troisième partie. Et ça, c'est aussi une nouvelle partie du podcast. La troisième partie sera consacrée à vous, messieurs et mesdames les auditeurs, et aux questions que nous avez envoyées. C'est maintenant, c'est la dernière partie du podcast. On passe maintenant, mesdames et messieurs, à la dernière partie de cet épisode 4 du podcast et on vous laisse la part belle, chers auditeurs, puisque depuis cette semaine, on vous a lancé sur les réseaux sociaux pour que vous nous posiez vos questions que vous aviez sur l'actualité NHL. On a eu déjà quelques retours, donc on va les traiter dès ce soir et on va tâcher de vous répondre le plus précisément possible sur toutes ces questions. Autant Erwan, moi que Julien, on va vous apporter notre analyse sur les interrogations que vous avez. En tout et pour tout, on a eu 5 questions, on va pouvoir les traiter dès ce soir, c'est ça qui est bien, on va pouvoir traiter tout le monde. On commence avec la première question qui nous a été envoyée par Axel Motet. Pour ceux qui sont sur Twitter, ils le connaissent forcément. Il nous a posé une question sur les Hawks de Chicago en nous demandant, voilà la question en soi, les unités spéciales sont un gros problème en ce moment du côté de Chicago. Alors comment pensez-vous que les Hawks peuvent solutionner ce point de leur jeu? Erwan, Julien, je ne sais pas qui c'est qui veut réagir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez du début des Hawks et notamment de leurs unités spéciales dernièrement qui, c'est vrai, sont très critiquables, notamment sur l'infériorité numérique? Alors, disons que pour l'instant, ils sont un petit peu dans le dur sur notamment l'infériorité numérique. Effectivement, ils sont bon derniers avec un pauvre petit 46% de succès, à comparer à contrario, je crois, des 95% du Minnesota pour ravir Fabrice. Mais personnellement, je m'inquiète pas spécialement pour les Hawks. Ils ont quand même un effectif qui est quand même assez pléthorique. Ils ont des joueurs d'expérience, ils ont beaucoup de talent derrière, que ce soit sur le power play ou sur le PK. Je les vois pas forcément rester à la cave comme ça pendant longtemps. Là, bon, ils ont quoi? Ils ont 7 matchs dans les pattes. C'est encore trop tôt pour tirer un bilan assez définitif sur leurs unités spéciales, mais c'est un petit peu inquiétant effectivement parce qu'on ne s'attendait pas à les voir aussi bas que ça, surtout concernant l'expérience qu'ils ont, clairement. Mais après, on voit que bon, sur le power play, ils ont toujours leurs armes en place, Taves, Panarin, Kane, Anisimov, et là le survivor là, c'est Richard Panik là, qui connaît une seconde jeunesse avec eux. Mais voilà, non, franchement, je m'en fais pas trop. Je pense qu'ils vont, à force de travail et remettre la machine en route tranquillement. Faut pas oublier non plus qu'il y a quand même pas mal de Hawks qui étaient occupés à la Coupe du Monde de hockey. Alors ça a permis de mettre certains bien en jambes et de les faire travailler pas mal aussi. Mais de l'autre, ils ont aussi un petit peu fatigué peut-être. Il y a peut-être un petit contre-coup physique de tout début de saison, le temps de se remettre un petit peu dans la machine, de se remettre dans l'agenda toujours ultra chargé du début de saison. Il y a peut-être un petit peu de ça. Je ne crois pas de mémoire qu'ils aient de blessures sérieuses dans les rangs. Enfin, donc je m'en fais pas trop honnêtement. Je pense qu'avec du travail et de la patience, ils vont gentiment retrouver le niveau et le piqué de toute façon ne peut que s'améliorer, ça c'est certain.
Mais je veux dire, ils ont largement les joueurs pour remettre ça d'équerre. Et le powerplay va certainement remonter aussi. Je me fais pas de soucis pour eux. C'est plutôt pour moi une anomalie statistique de les voir là, tel quel, mais c'est pas une anomalie qui va durer. Loin de là. Ouais, c'est un peu ce que disaient Patrick Kane et Jonathan Taves en interview cette semaine. Ils axaient, ça retombe un peu sur ce que tu disais par rapport à la Coupe du Monde, que voilà, c'était surtout aux vétérans, donc aux leaders de cette équipe, de peut-être remettre la machine en route et de montrer clairement l'exemple, surtout sur les unités spéciales qui sont, pour le moment, hein, on a que cette match du côté de Chicago, mais assez inquiétante. Mais en effet, comme tu l'as dit, il y a clairement assez de profondeur du côté de Chicago et c'est clairement, ça apparaît comme étant pour le moment juste une erreur statistique et il n'y a pas trop de mal à s'en faire du côté de Chicago, surtout quand on connaît l'expérience derrière le banc pour remettre tout ça en place, que ces stats vont forcément tirer vers le haut et s'améliorer. Julien, peut-être ton avis sur ce début de saison un peu plus général, j'ai envie de dire, des Hawks? Bah, moi j'en faisais j'en fais toujours mon favori pour le titre en cet été. Oui, je rejoins vos avis respectifs. C'est trop tôt pour faire un premier bilan, un premier constat. Il y a quand même pas mal de nouveaux joueurs aussi. Sur un piqué, c'est quand même une certaine mécanique à prendre en compte en jeu, donc ça demande du travail, du temps, donc comme le dit Arwan également, ça ne peut que s'améliorer. Donc je leur laisse encore quelques matchs pour pouvoir se remettre dans le droit chemin, et puis leur dernière place à ce stade-là sera qu'anecdotique. Donc non, moi je me fais pas de soucis pour eux. Ils ont toujours leur bottom six qui fera la diff cette année, et on en reparlera dans quelques podcasts, et on se dira que c'était qu'un accident de parcours et un problème de début de saison à régler, tout simplement. Après, j'ajoute un petit truc, c'est vrai j'y ai pas pensé sur le coup, mais ils ont aussi intégré quand même pas mal de jeunes suite à leurs problèmes financiers aussi, donc c'est peut-être aussi là que le bas blesse. Ils ont encore pas mal de petits rookies qui débarquent, le temps que la mayonnaise prenne, mais comme dit, pas spécialement d'inquiétude. Je pense que là, il y a ce qu'il faut pour remettre le bateau dans le bon cap. Deuxième question de la soirée, elle nous est envoyée directement sur le compte Zone NHL, donc sur Twitter, de la part de Mathias AC. Pour vous, il nous pose la question, même pour nous, j'ai envie de dire, quels draftés 2015 doivent encore confirmer? Donc les gars, je me tourne vers vous sur la draft 2015. Donc on rappelle un peu pour mémoire, pour tous nos auditeurs, c'est la classe avec les Connor McDavid et Jack Eichel entre autres. Pour vous, qui doit encore confirmer dans cette classe 2015? J'ai envie de dire tout le monde. Ils sont pas arrivés, les loustiques. Bon, McDavid, on en a parlé dernièrement. McDavid, Eichel, c'est un peu autre chose, ouais, c'est vrai. Malgré tout, Eichel, j'ai quand même envie de voir ce qu'il va donner. Il va revenir de blessure. On ne sait pas comment il va gérer ça. J'attends. Moi, je suis aussi. J'attends de voir un peu ce que va faire Pavel Zacha du côté de New Jersey, pardon. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs de cette classe-là, de la classe 2015, qui n'ont pas forcément tous joué en NHL la saison passée, ou alors ils ont fait quelques piges. Les seuls réguliers, c'est McDavid, Eichel, que je dise pas de conneries encore. Et Hanifin aussi, du côté de Carolina, qui avait été lancé d'entrée l'an dernier. Ouais. Sinon, c'est principalement des joueurs qui sont lancés dans le grand bain là, depuis le début de saison. Hein. C'est ça. Erwan? Bon, ouais, même son de cloche, c'est vrai que c'est très très difficile de répondre à cette question en 2016. En général, on a coutume d'essayer d'analyser une draft au moins 3 à 5 ans après sa réalisation. McDavid et Jack Eichel sont évidemment au-dessus du lot, sans aucun problème. Eichel, malheureusement, a eu la malchance d'être blessé là en tout début de saison, et du coup il va manquer quasiment au moins 6 bonnes semaines avec une bonne petite entorse des familles de la cheville.
Mais bon, il va revenir relativement fort. Je me fais pas de soucis pour lui. Il aura une saison qui sera diminuée statistiquement, mais en termes de points par match, je pense qu'il va quand même aussi mettre un peu les pendules à l'heure à l'Est. Après, voilà, qui doit vraiment confirmer, comme dit Julien, tout le monde, ils ont tous un petit peu le couteau sous la gorge aussi maintenant, que ce soit pour ceux qui ont débuté l'année dernière, donc McDavid, Eichel et Hanifin, ils doivent confirmer sur leur deuxième saison, sur leur sophomore, pour éviter d'avoir le fameux sophomore slump. Et après, pour les autres, c'est tous ceux qui débutent là maintenant, mais sur la classe comme de l'année dernière, rien que sur le premier tour, on a à peine une dizaine de joueurs qui n'ont pas encore joué en NHL. Donc c'est quand même une très très belle cuvée, hein, faut pas l'oublier. Mais non, si je devais citer certains qui doivent un peu, alors pas confirmer, mais s'affirmer peut-être. Ouais, qui doivent s'affirmer cette saison et marquer un petit peu leur empreinte. Il y a le numéro 3 à la draft qui était le compère de Colin McDavid qui s'appelle Dylan Strome en Arizona. Qui lui aussi fait ses débuts, très talentueux aussi, il a vraiment de quoi être le centre numéro 1 chez eux. Strome qui a été un petit peu plus discret, Mitch Marner qui est en train de faire un super début de saison à Toronto, il est en train vraiment lui de poser ses bases aussi. Zaha effectivement à New Jersey a bien commencé avec 5 assists en 7 matchs, hein, et donc il est parti sur de bonnes bases. On a Provorov à Philadelphie qui débute aussi pas mal, Konechny dans la même veine. Il y a Matt Barzal aussi potentiellement à New York Islanders, Kyle Connor à Winnipeg. Après voilà, c'est encore des joueurs qui sont encore en développement, surtout en fin de ronde. Hein, Eriksson Ek à Mini quand même. Eriksson Ek à Minnesota effectivement qui vient de débuter et qui démarre fort, vraiment fort. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment difficile de faire un premier bilan là tout de suite, mais on peut pas dire que certains sont encore des busts, loin de là. Il faudra attendre encore un petit peu. Mais c'est une très belle cuvée en tout cas, très très belle cuvée. Au moins laisser passer la saison, peut-être voir après comment. Déjà cette première saison pour la plupart, comme tu l'as dit, se sera passée en NHL. On passe à la troisième question. C'est encore Axel Motet qui nous la pose. Décidément, il était très inspiré, le petit Axel. Voici la question qu'il nous pose. Les Ducks recommencent la saison comme la précédente en étant très peu convaincants alors que le coach n'est plus le même. Est-ce que, donc il nous pose la question, cette équipe d'Anaheim n'est-elle pas cramée pour aspirer à un titre vu son relatif déclin ces dernières années? Vous en pensez quoi les gars de cette constatation? Question intéressante. C'est vrai. Mais encore. Merci Julien. C'est difficile à dire. Très difficile, ouais. On a envie de dire que faut peut-être que le coach puisse commencer à s'installer, que les joueurs soient en phase avec son discours, qu'ils adhèrent à ce discours. Malgré tout, bon, quand tu regardes la majorité des joueurs, ça reste un effectif vieillissant, surtout en termes au niveau de l'attaque. Moi, j'ai envie de laisser un peu de temps quand même malgré tout à cette équipe. Dans sa division, Anaheim reste un gros contender, donc je pense que c'est assez prématuré à l'heure actuelle de dire que ce sera compliqué pour eux. Ils ont quand même 3 joueurs de classe internationale sur qui ils peuvent se reposer quand tu vois les Getzlaf, Perry et Kessler. Petite interrogation peut-être sur le poste de gardien avec le départ d'Andersen. Maintenant, Bernier, Gibson je pense que Gibson est le futur de l'équipe à ce poste-là. Mais bon, ça reste un jeune gardien, donc on va voir ce qu'il va donner à l'avenir. Mais non, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant de dire que ça va être compliqué pour les Ducks. Erwan ? Paradoxalement, je pense que ça peut être compliqué. Je pense qu'ils sont effectivement un petit peu à la croisée des chemins. Le retour de Randy Carlyle peut être positif, mais est-ce que son discours n'est pas un petit peu éclusé? Est-ce que un peu du réchauffé? J'ai du mal un petit peu à voir dans cette équipe des Ducks de la star en puissance derrière le trio effectivement Getzlaf, Kessler, Perry qui tient la boutique, mais derrière sur les autres lignes, je trouve que c'est un petit peu léger quoi. Alors, ils ont fait une très bonne acquisition avec Anton Vermette qui est franchement un centre que
très sous-estimé, mais qui est vraiment ultra précieux en NHL. Mais derrière, à part Raquel qui commence à pousser un petit peu des ailes, et Silverberg, mais derrière c'est un petit peu léger quoi, devant quoi, en termes d'attaquants. Ils ont par contre une belle base défensive, parce qu'ils ont pas mal de jeunes prometteurs. Ils ont Desprez, Hampus Lindholm qui a signé, Shea Theodore et Sami Vatanen. Ils ont une très belle assise défensive de jeunes. Mais et derrière effectivement Gibson qui est quand même le gros gardien du futur, là encore s'il buste pas, mais il a connu un petit peu de difficulté dans son début de carrière. C'est pas dramatique, mais bon, c'est pas non plus anormal pour des jeunes gardiens, ça arrive souvent. Mais je les sens un petit peu peut-être pas en fin de cycle, mais ils vont devoir un petit peu se renouveler et je serais pas surpris qu'ils passent un petit peu à la trappe ou qu'ils soient un peu dans le ventre mou du classement. Si jamais il y a une blessure un peu sérieuse à un de leurs trois, Getzlaf est un petit peu est blessé là, je crois pas que ce soit très très grave, mais si jamais il y a une grosse blessure sur un des trois, sur Getzlaf, Kessler ou Perry, ça leur fera quand même pas mal de buts en moins et d'expérience en moins. Donc de là à dire qu'ils seront cramés, je sais pas, mais ils sont pas forcément dans la meilleure disposition à l'Ouest, je trouve. Alors ils ont une division qui est relativement faible, donc peut-être qu'ils vont pouvoir s'en sortir comme ça. Mais ouais, je sais pas, c'est une franchise qui m'intrigue un petit peu. J'avoue que j'ai du mal à avoir une vision relativement claire de leur projet, où est-ce qu'ils vont, ce qu'ils auraient pas intérêt alors peut-être pas reconstruire, mais commencer un petit peu à poser les nouvelles bases. À voir. Mais question intéressante au devant effectivement, mais on y verra plus clair à la mi-saison. Mais je pense potentiellement aussi, un sleeper pour le mauvais ticket dans la conférence. Ouais, je pense aussi qu'on y verra un peu mieux à la pré-saison du côté d'Anaheim, étant donné que, comme vous l'avez précisé, en plus Lindholm a tout juste prolongé avec eux, et je pense que l'affaire Lindholm, qui ne voulait pas prolonger à partir d'un certain montant et qui ne voulait pas se présenter au camp d'entraînement, a un peu retardé les plans de Brian Murray concernant son équipe d'Anaheim. Et peut-être bien que maintenant, avec la signature de Lindholm, ça va lui permettre d'accélérer peut-être les possibilités d'échange autour de Cam Fowler, étant donné que c'est le nom qui revient le plus pour un échange du côté d'Anaheim. Donc peut-être qu'avec ça, il va être capable d'attirer peut-être un bon attaquant pour venir un peu agrémenter son attaque qui, comme vous l'avez dit, derrière le trio Perry, Getzlaf et Kessler, paraît un peu famélique. Donc voilà, moi j'attends un peu aussi de juger, étant donné que la saison est tout à fait jeune et que voilà, on ne peut pas forcément tirer d'enseignement d'ores et déjà. J'attends un peu de voir ce que va faire Brian Murray avec cette situation, s'il est capable d'aller chercher peut-être un voire plusieurs joueurs avec l'échange de Fowler qui semble se dessiner, et voir ce qu'il pourra faire de cette équipe, s'il peut la mener encore une fois vers des playoffs et peut-être vers un run en Stanley Cup. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent avec le départ de Bruce Boudreau cet été et l'arrivée de Randy Carlyle, le retour de Randy Carlyle derrière le banc des Ducks. Quatrième question, puisqu'on en a 5, donc voici la quatrième. C'est Hugo Potok qui nous la pose depuis Twitter. Voici la question. Le bon début de saison des Canadiens de Montréal avec Price à 100% en fait-il pour vous des candidats crédibles pour jouer le titre? On a envie de dire que remember la saison passée, quoi. Ils avaient fait un début de saison détonnant avec des séries de victoires en veux-tu en voilà, sauf que on connaît la suite derrière. Certes, Price en santé, ça va forcément faire du bien. Maintenant, oui, Montréal est un favori. On va attendre de voir aussi au fil de la saison. On en est, comme on le dit depuis tout à l'heure, on en est au tout début. Mais quand on voit pour le moment l'apport de Radulov, auquel on se posait beaucoup de questions au début de saison, pour le moment, on va dire qu'on espère que ça va continuer, mais pour le moment, il apporte ce qu'on attendait de lui. Shea Weber, qui fait du Shea Weber. Donc voilà, je pense que tous les sceptiques sont maintenant au courant que ça reste un des meilleurs défenseurs de la ligue, si ce n'est le meilleur pour moi. Donc voilà, Price en santé, un Weber qui tient la brigade défensive, une
une attaque qui tourne bien autour de Galchenyuk, Gallagher, Pacioretty, Radulov, why not? Oui, ils peuvent faire un run en série. Il y aurait rien d'anormal de les voir arriver en finale de conférence cette année. Erwan? Ouais, je suis un petit peu surpris du début de saison de Montréal, pour être très franc. Je pensais les voir un petit peu plus dans le dur, mais pour l'instant, ils confirment pas mal. Ils sont à 7-0-1, je crois, de mémoire. Bon, là, on voit clairement l'impact de chez Weber, effectivement. Sur le deal, il y a pas photo. Weber est assez dominant. Ce qui ne veut pas dire que, pour l'instant, Montréal a gagné le deal sur le tapis, il y a loin de là. Hein. J'ai toujours été persuadé que de toute façon l'impact de Weber serait conséquent sur les premières saisons. Les problèmes vont arriver à la moitié du contrat et ensuite. Mais pour le moment, ça reste effectivement une bête défensive énorme. Il a manqué de décapiter et de tuer Stanislas Monique l'autre jour. Le pauvre, il a eu un palais qui lui a frôlé la tête sur un bloc. Ça a failli mal tourner. Mais non, soyez en passant, oui, non, c'est vrai que l'impact de Weber est très fort. Je sais plus, d'ailleurs, j'ai cru vous le lire ça dans une manchette l'autre jour, un des joueurs du Canadien qui disait que voilà, il y avait grosso modo le discours avait changé avec Weber, il y avait plus de sérénité, plus de professionnalisme, si je puis dire, avec des guillemets à côté. Alors, il tapait un petit peu, du coup, ça tape un petit peu sur Piquet Subban, mais voilà, après c'est les rubans de vestiaire, on sait ce que ça veut dire. Mais après, favori pour le titre, je sais pas, je trouve quand même un petit peu faiblard quand même derrière aussi pour jouer la gagne à la fin. Ils sont quand même extrêmement dépendants de Carey Price. Alors favori pour le titre, non, certainement pas, mais ils vont faire partie des chevaux sur lesquels miser, ça c'est sûr. Ouais. S'ils continuent comme ça, s'ils gardent leur entrain et sur leur efficacité, ils vont être un petit peu compliqués à jouer dans la conférence Est. Mais là encore, comme dit Julien, oui, attention. L'année dernière aussi, on leur mettait limite la 25e coupe sur un plateau au bout des 9 matchs, 9 victoires du début de saison. Et puis on sait que par la suite, ils n'ont même pas fait les playoffs, quoi. Donc tout est possible en hockey, il suffit d'une blessure de Price. Surtout à Montréal. Surtout Montréal, la pression étant tellement énorme. Patience. Mais ils vont être dans les bons chevaux, ça c'est sûr, je pense. On va passer à la dernière question de ces questions auditeurs et elle est un peu particulière, donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernière. Non pas qu'elle soit pas pertinente, au contraire. C'est Mathias Assé aussi qui nous pose la question. Avez-vous des applis sites pour suivre les résultats, avoir des calendriers, etc. Alors, je voulais surtout répondre moi personnellement à cette question puisqu'elle va toucher directement donc le podcast et notamment Zone NHL. Zone NHL qui avant était un site consacré à la news et à l'analyse des actualités hockey. Donc le site a été un peu mis entre parenthèses en ce début de saison étant donné que voilà, chacun d'entre nous n'avait peut-être pas forcément le temps de consacrer du temps libre à la tenue du site. Alors, pour le moment, en ce qui concerne notamment appli et résultats calendrier, non, le site qui doit renaître, donc oui, je l'annonce, un site doit renaître de Zone NHL ne couvrira pas ça, étant donné qu'on n'aura pas le temps de le gérer. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous dire que normalement, d'ici peu de temps, Zone NHL va renaître en termes de site. Ça sera plus un site qui sera orienté blog avec surtout de l'analyse de la part des intervenants que vous avez pu connaître auparavant, donc notamment moi, Pierre Gouguet, que vous connaissez peut-être, Julien peut-être dans une certaine mesure, Erwan peut-être également. Enfin voilà, le site va revenir en termes d'analyse, mais pour tout ce qui est résultats, news et calendrier, on ne peut que vous réorienter vers les très bons sites de TSN et de la NHL concernant ces questions-là. Yahoo également. Yahoo aussi qui fait des bonnes choses. En tout cas, on vous invite pas à aller du côté d'ESPN parce que eux, ce qu'ils font de la NHL n'est clairement pas professionnel, donc n'allez surtout pas là-bas. En tout cas, voilà, on a terminé donc avec cet épisode 4 du podcast. On est déjà au 4e épisode en un mois, donc toujours très heureux de vous présenter cette analyse de l'actualité hockey. J'espère que la nouvelle formule vous a plu. N'hésitez pas non plus à nous donner votre avis sur cette nouvelle organisation
du podcast. En tout cas, toujours content de vous avoir présenté cette émission. On espère que l'épisode 5 sera de retour le plus rapidement possible. Comme d'habitude, ça dépend de nos calendriers. Vous commencez à connaître la musique maintenant. J'ai plus qu'à vous remercier les gars, Julien, Erwan. On vous souhaite une bonne soirée et à bientôt les gens pour un nouveau épisode du podcast. Salut à tous. Salut à tous, bonne soirée à tout le monde. Salut à tous, à bientôt. Is the good old hockey game.